Donc, à la base, moi, je ne suis pas chercheur. Néanmoins, tout ce que je vais vous présenter ce soir provient d'études. J'ai compulsé à peu près 200 études pour faire cette conférence, qui faisait 2 heures à l'origine, donc est divisée en 2. Donc, c'est pour ça que le sommaire sera plus restreint que ce que j'avais prévu. Mais je ferai des vidéos YouTube pour tout ce qui a été supprimé. Donc, d'abord, on traitera de la cognition. Ensuite, du langage, puis de la vie sociale, puis on verra une conclusion et quelle perspective, notamment sur l'utilisation de l'éthologie dans un cadre militant. Je fais pas le tri, j'ai pas fait le tri spécialement sur les études entre ce qui a été fait sur la souche sauvage, parce que la souche sauvage existe encore, ce sont des animaux d'Asie, et ce qui a été fait sur les poulets domestiques, simplement parce que concrètement, les différences sont marginales pour les sujets que je vais traiter ce soir. C'est à peu près équivalent sur les deux versions. Donc tout d'abord au niveau cognition et tout ce qui traite de la latéralisation. Donc, pendant longtemps on a cru que c'était quelque chose typique des humains ou des primates d'avoir un cerveau latéralisé, c'est-à-dire avoir une partie de l'hémisphère qui était plutôt spécialisée dans un certain domaine, même si on sait que c'est pas aussi simple que ça, et une autre spécialisée également. On s'est aperçu que chez les poules et les coqs, il se produisait la même chose, mais de manière encore plus marquée. C'est-à-dire que chez eux également, comme chez nous, l'œil gauche et l'hémisphère droit, puisque vous devez le savoir si vous êtes allé à l'école, normalement c'est croisé. L'œil droit est géré par l'hémisphère gauche, l'œil gauche par l'hémisphère droit. Et donc l'œil gauche et l'hémisphère droit gèrent tout ce qui est représentation spatiale, l'apprentissage et la mémorisation d'informations globales, la détection rapide des prédateurs. Donc si vous vivez avec des poules ou des coqs et que vous les voyez tourner légèrement la tête et orienter l'œil gauche, c'est qu'ils sont en train d'observer un prédateur, vraisemblablement. La reconnaissance des visages et l'identification des individus et la cognition sociale. Puisque oui, ils reconnaissent les visages, en fait, on sait c'est des animaux qui sont très précoces, c'est-à-dire qu'en fait, un poussin qui naît est déjà quasiment un adulte. Il a quelque chose à apprendre, mais il possède quasiment toutes les compétences cognitives d'un adulte à la naissance. Et vous allez voir qu'ils ont même des capacités qui défoncent celles des gamins de 3 ans, quoi. Et effectivement, ils ont une reconnaissance des visages qui vient presque tout de suite. Et même des orientations de regard, c'est-à-dire qu'ils sont capables de suivre la direction d'un regard. Pareil, des choses qu'on a crues typiquement humaines qui finalement existent un peu partout ailleurs. Et ils sont même capables de faire la différence dans des choses très fines. Par exemple, sur des expériences qui ont été faites, ils pouvaient faire la différence sur des visages humains entre un homme et une femme, ou la même personne à 2 âges différents manipulés par informatique, ou avec uniquement des contours. Et pareil avec des poulets. Il leur faut environ 12 heures pour mémoriser exactement tous les différents individus de leur groupe, puisqu'en général c'est des groupes d'une douzaine d'individus. Et donc l'œil droit et l'hémisphère gauche gèrent tout ce qui est les détails, l'orientation dans l'espace local, la discrimination précise des éléments, c'est ça qui leur permet de définir ce qui est un gravier et ce qui est un grain, et la création de signaux intentionnels, c'est-à-dire le langage. Alors, une des parties que j'ai enlevées, mais qui est nécessaire ici pour comprendre, traite de la perception visuelle. En fait, la vision des coqs et des poules est très différente de la nôtre. Ils voient 2 fois plus de couleurs que nous. Leur mise au point et la netteté au niveau vision est nettement supérieure à la nôtre, c'est-à-dire que leur œil arrive à mettre au point 8 fois plus vite que le nôtre. En plus, ils ont beaucoup plus de neurones par centimètre carré, on va dire, donc leur cerveau traite plus vite les informations, donc pour eux, le monde est légèrement ralenti par rapport à nous, probablement. Et en plus, ils ont 2 fovéas par œil. C'est-à-dire que la fovea, c'est la zone où vous avez tous vos cônes qui vous permettent de voir les couleurs et qui vous permettent de voir précisément. Donc vous avez un seul endroit, plus ou moins au centre de votre œil, qui a cette vision nette. Ils en ont 2 par œil. Ce qui veut dire qu'ils peuvent en même temps regarder près et loin, avec les 2 yeux. Et comme ils ont une très forte séparation des 2 hémisphères, eh bien en fait ils peuvent faire et traiter 2 informations en même temps. C'est-à-dire que très fréquemment, vous allez les voir en train de manger avec l'œil droit légèrement tourné parce qu'ils sont en train de différencier ce qui est un grain de ce qui est un gravier, et avec l'œil gauche, en même temps, ils sont en train de traiter l'apparition d'un prédateur. Les 2 sont faits en parallèle, ce que nous on ne peut pas faire. On est obligé de focaliser notre attention sur un seul point. Et donc on suppose que leur mémoire est relativement fragmentée entre les différents hémisphères. Il faut souvent pas mal de temps pour qu'une information passe d'un côté à l'autre. C'est-à-dire que par exemple, si vous leur masquez un œil et qu'il y a un apprentissage qui est fait, et qu'ensuite vous masquez l'autre œil, et bien paradoxalement, comme c'est l'autre hémisphère cérébral qui accède à l'information, et bien lui n'a pas cette connaissance et ils ne sont plus capables de faire la différence entre ce qu'ils avaient appris la première fois. Voilà, je ne m'étends pas trop dessus parce que je ferai une vidéo là-dessus, ça va être plus complexe. Et je précise quand même une chose, cette latéralisation également est différemment marquée entre les différents poussins. Et en fait, les poussins, quand ils sont dans l'œuf, ils ont, à l'état d'embryon, ils ont un œil, l'œil droit, qui est plaqué contre la coquille, de manière à recevoir de la lumière. Et dans les trucs complètement dingues, le poussin, avant la naissance, donc à l'état d'embryon, peut communiquer déjà avec la mère, et il commence déjà à vocaliser lorsqu'il n'est pas du bon côté pour demander à la mère de retourner l'œuf.
et de mettre l'œuf côté de la lumière. Ouais. Alors, ensuite, au niveau des compétences logiques et mathématiques. Alors, d'abord, il faut que je parle d'un concept qui existe chez les oiseaux, vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'empreinte. L'empreinte, ça a valu un prix Nobel à Konrad Lorenz, en l'occurrence. Donc, l'empreinte, c'est lorsqu'un jeune oiseau, surtout les oiseaux précoces comme ça, naissent, si vous mettez un élément, alors de préférence biologique, mais un élément près d'eux au départ, ils vont s'imprégner dessus comme si c'était un compagnon social, leur mère ou un frère et une sœur, et ils auront tendance à se diriger en direction de ce frère, cette sœur ou cette mère artificielle. Donc, les chercheurs ont beaucoup utilisé ça, notamment l'équipe de Giorgio Valortigara, pour faire différentes expériences, et celle que je vais vous montrer là est assez impressionnante, et on va avoir plusieurs expériences comme celle-ci. Donc voilà, Giorgio Valortigara. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont imprégné des poussins avec soit des cylindres grands mais fins, soit des cylindres petits mais larges. C'est ce qu'on va voir là. Alors normalement, il y avait le son, et du coup, j'ai pas le son. Donc c'est ce que vous voyez sur son ordinateur, la reine. Voilà. Là, vous avez un poussin qui est imprégné avec le cylindre fin, et là vous avez celui avec le cylindre épais. Ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils les mettent dans une petite boîte en plexiglas et ils leur présentent le cylindre, donc le poussin a envie d'aller du côté du cylindre, aller chercher le cylindre. Ensuite, ils mettent 2 écrans derrière et les poussins savent qu'on peut cacher le cylindre derrière les écrans. Sauf que ce qu'ils vont faire, c'est qu'avant de cacher le cylindre, ils vont masquer la vision du poussin, retirer les 2 écrans et en mettre 2 dont un seul peut cacher l'objet. Puisque le premier est trop petit, celui-ci, et seulement celui-ci peut cacher l'objet. La question, c'est est-ce que le poussin est capable de comprendre qu'un seul des 2 écrans peut cacher l'objet. Vous allez avoir la réponse dans une seconde. Le poussin va effectivement chercher du seul côté qui peut cacher l'objet. Donc déjà, et ça même 60 secondes plus tard, sans voir, avec une plaque opaque, c'est-à-dire au lieu d'une plaque de plexiglas, au début il va voir, et ensuite il ferme complètement la vue, et bien même là, au bout d'1 minute, il est encore capable de se diriger du bon côté. Ce qui en plus montre l'existence d'une permanence des objets, c'est-à-dire que même sans voir l'objet, il sait qu'il est toujours présent, quelque chose qui arrive assez tard chez les enfants humains. De même, la même équipe, c'est à peu près toujours les mêmes qui font les études sur la numérosité et la logique, ils ont habitué, là c'est pas une imprégnation, ils ont habitué des poussins devant 2 écrans, à aller plutôt d'un côté. Les écrans sont munis de symboles. Donc comme vous le voyez là, vous avez par exemple un écran avec un rond vert, une espèce de croix rose et un rond vert. Donc on va dire, je ne sais pas si je suis devant. Non. Donc ça serait le schéma ABA, le rond vert étant A et la croix étant B, donc ABA. Et de l'autre côté, on a 2 ronds verts et une croix, ce qui donnerait AAB. Les poussins, on les habitués à ce que leur objet qu'ils aiment bien soit caché derrière, par exemple, celui qui est en ABA, c'est-à-dire rond, croix, rond. Ensuite, ce qu'ils font, c'est que ils entraînent les poussins avec ça, et ensuite ils les mettent devant une situation où ce n'est plus les mêmes éléphants, les éléphants, où c'est plus du tout les mêmes éléphants, du coup ils ne tiennent plus dans l'arène, donc c'est plus les mêmes éléments graphiques, puisque comme on le voit, ils les ont changés par des espèces de double flèches, un sablier, double flèche. Eh bien, je suis devant, non ça va, c'est raisonnable, et donc on s'aperçoit que les poussins sont capables de transposer la règle logique quasiment instantanément, c'est-à-dire qu'ils vont tout de suite comprendre que c'est pas les dessins qui comptent, mais la règle ABA ou AAB. Et donc ils vont toujours systématiquement aller du côté ABA, peu importe le motif graphique qui sert sur l'expérience. Alors ensuite, il y a tout ce qui traite de la numérosité qui est juste complètement dingue. Chez les poussins, ils ont montré quelque chose qui est assez exceptionnel au niveau études. On l'a montré chez très peu d'espèces. En fait, ils vont reprendre le même système. Alors, il faut savoir que toutes les espèces, humains y compris, ont un biais naturel pour se diriger vers les numérosités les plus grandes. C'est-à-dire que si on vous donne le choix entre quelque chose où il y a beaucoup d'éléments et quelque chose où il y en a peu, vous aurez une tendance naturelle à vous diriger vers là où il y en a le plus. C'est normal, c'est une question d'utilisation de ressources. Et ça, c'est beaucoup utilisé sur les perceptions de numérosité chez les animaux. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le même protocole. C'est-à-dire qu'ils habituent le poussin, donc ils les ont imprégnés sur des capsules Kinder, ce qui est souvent employé. Donc ils les ont imprégnés sur 5 capsules Kinder. Et ensuite, ils vont en cacher 4 derrière un écran et une derrière un autre. Et on s'aperçoit que le poussin va là où il y en a 4. Mais ensuite, ils se sont posé la question de qu'est-ce qui se passe si, à partir de là, on change une capsule et qu'on la passe de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on pousse le poussin à faire des opérations d'arithmétique de mémoire. Donc là, ils expliquent qu'ils sont en train de changer. Voilà, là, ils vont mettre 4 objets sur la gauche. Et donc maintenant, ils déplacent l'un de la gauche vers la droite. Et donc là, le poussin, lui, il ne les voit pas. Il voit juste le mouvement de gauche à droite. Donc il faut que de mémoire, il se souvienne qu'il y en avait 4 à gauche et 1 à droite, et qu'à présent, la majorité se retrouve à droite et plus à gauche. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc,
faut savoir que cette étude en fait a été faite en 5 expériences, 4 ou 5, pour vérifier vraiment qu'ils avaient bien compris. Par exemple, quand ils ont fait ça, ils se sont dit oui, mais est-ce que les poussins suivent pas juste le mouvement de la capsule Kinder? Donc ils ont fait les mêmes protocoles, sauf qu'au lieu d'en déplacer 2, ils en déplacent qu'un. Ce qui fait que le mouvement va toujours de la gauche vers la droite, mais le nombre le plus grand reste toujours à gauche. Et les poussins ne se trompent absolument jamais. Ensuite, ils ont aussi voulu voir la même équipe, peu ou prou la même équipe, si les poussins avaient aussi la notion d'ordinalité. C'est-à-dire l'ordinalité, c'est placer un élément au sein d'une suite, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et donc ce qu'ils ont fait pour ça, c'est qu'ils ont présenté aux poussins une grande plaque de bois percée de trous. Donc il y avait 10 trous qui sont fermés, et les poussins, ils doivent picorer dessus. Une fois qu'ils picorent dessus, on ouvre et il y a de la nourriture dedans. Et donc ils ont été habitués, alors il y a eu plusieurs phases d'expérience, on va en prendre juste 2, ils ont été habitués à picorer sur le 4e. Donc ils avancent, clac, ils piquent sur le 4e, donc ils sont déjà capables de savoir aller jusqu'au 4e. Bon, ça déjà c'est franchement pas mal, parce que le poussin que vous avez sur cette expérience, il a entre 1 et 5 jours. Les poussins que vous avez vus là, sur l'expérience d'arithmétique, il a 5 jours. Donc ensuite, ils se sont dit, oui, mais peut-être que le poussin n'a pas vraiment la notion d'ordinalité, ou peut-être qu'il n'est pas vraiment en train de compter, peut-être qu'il évalue la distance avec le mur du fond, ou la distance avec les murs latéraux. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réentraîné des poussins à la verticale, et ensuite ils les ont mis en situation de test avec le panneau retourné à 90 degrés. Ce qui fait que là, on se retrouve avec les nombres qui sont plus du tout les mêmes. Donc il ne peut plus se servir des références dont il se servait, des quarts des murs, des choses comme ça. Mais il ne s'en sert pas, il va bien au 4e, mais là il y a un problème. On a 10 trous. Donc un 4e, vous en avez 2. Vous en avez un en partant de la gauche, et vous en avez un en partant de la droite. Pour nous, ça serait intuitif de se dire, ils vont aller sur celui en partant de la gauche. Sauf qu'on a considéré pendant très longtemps que c'était culturel, ça, de compter de gauche à droite. Vous avez d'autres cultures qui comptent de droite à gauche. Sauf que les poussins vont systématiquement de la gauche vers la droite. Et c'est ce que vous voyez sur l'étude en haut. En fait, vous en avez la quasi-totalité. Il n'y en a que 2 qui sont allés chercher le 4e en partant de la droite. Ils sont quasiment tous directement allés chercher en partant de la gauche. Et des études plus poussées ont montré l'existence d'une ligne latérale chez les poussins qu'on retrouve en fait chez plein d'autres espèces, dont l'humain, maintenant on le sait, où en fait on associe les petites numérosités sur la gauche et les grandes numérosités sur la droite. Et ça, c'est quelque chose qui est répandu absolument partout. C'était pas du tout prévu en fait dans l'expérience. Ça a été totalement fortuit de découvrir ça. Ensuite, au niveau de la cognition sociale, alors ceux qui ont vu ma conférence sur les poissons savent déjà ce qu'est l'inférence transitive. L'inférence transitive, c'est la capacité d'un individu à évaluer la position hiérarchique de différents autres individus en ne faisant que regarder leurs interactions sans y participer. Ben ça a été montré chez les poules. Par exemple, on a mis une observatrice en face de 2 poules, sa dominante et une poule étrangère. Dans le premier cas, la dominante bat la poule étrangère. Dans le deuxième cas, la dominante perd contre la poule étrangère. Et dans le troisième cas, ce sont 2 poules étrangères qui sont présentées à l'observatrice. Et ensuite, on la met en contact avec sa dominante et une poule étrangère que la dominante vient de battre. Mais l'observatrice ne le sait pas, elle l'a pas vu. Et bien, on se rend compte qu'ensuite, quand elle est mise en contact avec la poule étrangère, dans le cas où la dominante l'a battue, elle va se comporter de manière beaucoup plus agressive et essayer de poser sa domination sur la poule étrangère. Alors que si elle a observé la poule étrangère dominer sa dominante, eh bien, elle ne va même pas essayer de démarrer une interaction agressive, puisqu'elle va immédiatement se soumettre en se disant que de toute façon, elle est moins forte que l'autre. Et dans le cas de 2 poules étrangères, elle a une réaction quasiment aléatoire. Elle engage le contact dans 27% des cas, ce qui est ce qui se passe en temps normal, quoi. Alors ensuite, on a également tout ce qui est l'empathie et l'enseignement. Alors, vous vous doutez que ça n'a pas intéressé beaucoup les chercheurs d'essayer de montrer que les poules faisaient preuve d'empathie, ça ne serait pas commode, mais il y a quand même une étude, à ma connaissance, il n'y en a qu'une, qui a été faite dessus, où, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une poule dans un dispositif avec un petit soufflet d'air qui lui projetait de l'air dessus. Et à côté d'elle, un de ses poussins dans le même dispositif qui envoyait également de l'air. Et ils ont testé 3 situations. Première situation, que fait la poule quand elle reçoit la bouffée d'air ? Deuxième situation, que fait la poule quand elle observe son poussin recevoir une bouffée d'air ? Troisième situation, que fait la poule si on envoie juste le bruit de la bouffée d'air sans la bouffée d'air ? Dans ce cas-là, il ne se passe rien. La poule n'en a absolument rien à carrer, elle se moque du bruit. Dans le cas où la poule reçoit la bouffée d'air, à ce moment-là, elle arrête tous les comportements habituels de se nettoyer les plumes, de regarder, elle prend une position d'alerte et elle regarde à gauche et à droite. Si jamais le poussin reçoit la bouffée d'air, même si lui n'a aucune réaction, la poule a une très rapide montée de son rythme cardiaque et se met à vocaliser vers le petit pour l'appeler. Même si le poussin ne vocalise pas. Ce qui veut dire qu'elle est capable de se projeter à sa place, d'imaginer ce qu'il est en train de vivre et d'essayer de le rappeler vers elle pour le protéger. Mais ça va plus loin puisqu'on sait que les poules
apprennent à leurs poussins, parce qu'en fait, faut savoir que les gallinacés en général ont très peu de bourgeons gustatifs, donc leur sens du goût est relativement pourri. Et en plus, la plupart des bourgeons gustatifs sont situés sur le fond de la gorge. Donc une fois que vous avez mangé le truc qui était pas bon, c'est trop tard. Donc elles sont obligées de leur apprendre, quand ils sont petits, ce qui est mangeable et ce qui n'est pas mangeable. Et il y a une expérience qui a été faite où ils ont donné des grains de 2 couleurs différentes à une poule, donc par exemple des grains verts qui étaient très bons, et des grains rouges qui étaient trempés dans une solution amère. Donc la poule mangeant les grains amers, elle les trouve absolument immangeables et estime que c'est pas de la nourriture. Ensuite on lui montre ses poussins, mais elle n'y a pas accès, ni à la nourriture ni aux poussins, mais elle voit ses poussins à qui on présente les 2 couleurs de grains, les verts et les rouges. Mais eux, les deux, ils sont bons. Il n'y en a aucun qui a été trempé dans une solution amère. Et bien à partir du moment où les poussins mangent ce qui est vert, il n'y a aucun problème. À partir du moment où les poussins commencent à manger des grains rouges, la poule devient hystérique. Elle commence à se mettre à faire ce qu'on appelle des food calls, des appels de nourriture qui sont censés attirer les poussins. Elle démarre tout un tas de comportements physiques destinés à dire aux poussins « Arrêtez, c'est pas bon ce que vous êtes en train de faire ». Mais ça va loin parce que ça veut dire qu'elle prend en compte son expérience passée de ce qu'elle a vécu, elle le retranspose sur ses petits, ce qu'ils sont en train de faire. Donc il y a quelque chose qui cognitivement est très élevé, en fait, très élaboré. Alors là, j'ai une vidéo d'une expérience qui ressemble un peu. Donc vous avez 2 poussins, des tout petits, qui sont en train de manger des verres de farine dans un récipient rouge. Et la poule, elle, n'a des verres de farine que dans le récipient jaune. Eux, ils en ont dans les 2. Donc pour eux, tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais la poule, elle se dit, mais ils sont en train de manger de la sueur, c'est con, qu'est-ce qu'ils font ? Donc forcément, voilà, là, elle s'en aperçoit. Elle regarde ce qu'ils font. Et alors, comme j'ai pas le son, on l'entend pas, mais en fait, elle commence à faire un petit son, un boum, 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 qui est une espèce de petit appel de nourriture pour éveiller leur curiosité, pour dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Ils s'en foutent, ils ont des verres de farine. Les poules adorent les verres de farine. Voilà, là, elle fait un comportement qu'on verra après, qui s'appelle le tit-beating, qui est un autre comportement pour attirer ses petits. Et puis, vu qu'ils en ont vraiment rien à cirer, elle va commencer à frotter après un peu son bec pour attirer leur attention. Donc, vous voyez qu'ils ont des verres de farine, hein, ils n'ont aucune raison de partir de là, ça se passe très bien. Voilà, là, elle commence à attirer encore plus leur attention. Et puis, à un moment, il y a un poussin qui va se rendre compte de ce qu'elle est en train de faire. Et voilà, tout le monde change. Alors qu'ils n'ont pas de raison de changer, mis à part d'avoir compris ce que la mère était en train de leur dire. Et donc ça nous amène directement à la partie suivante qui va traiter du langage. Ouais, mais il y a une raison à ça. Donc, on va traiter du langage. Alors, il y a le langage postural dont je vais très peu parler. Je me suis focalisé surtout sur le langage oral. Donc, ce que vous voyez là, l'espèce de drôle de bestiole sur une branche, c'est ça une poule. Ce que vous connaissez, c'est les poules domestiquées. Mais la poule sauvage, la souche, c'est ça. Ça ressemble à ça à l'origine. Donc, il y a différents types de communication. Alors, il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite dans les années 80, enfin fin des années 80, qui est considérée comme étant l'étude phare, qui a déterminé que les poules avaient au minimum 27 vocalisations différentes avec des significations différentes. Mais que c'était impossible de conclure sur un nombre exact parce qu'il y avait des combinaisons possibles. On le verra après, par exemple, avec le chant du coq, qui ont beaucoup de structures. En plus, il faut savoir que l'appareil phonatoire des oiseaux est différent. Ils ont un syrinx et ils peuvent émettre 2 sons en même temps. Donc autant vous dire que ça fout un bordel pas possible, quoi. Donc, dans les sons qu'ils peuvent émettre tout seuls, ils ont ce qu'on appelle le Gackle-Call, ou Gackle-Call, je ne sais pas si c'est de l'allemand, qui est un son en fait de frustration. Et donc justement, je prenais une observation qui avait été faite, c'est pour ça le coq avec des bottes, c'est qu'en fait des chercheurs avaient observé un coq qui avait tendance à émettre cette espèce de plainte de frustration quand il commençait à pleuvoir. Et plus il se mettait à pleuvoir, plus le coq commençait à se renfermer comme ça. Et donc ça, c'est des plaintes de frustration. Si jamais vous vivez avec des poules, vous pouvez très bien tester cette plainte de frustration. Vous mettez en place une procédure, vous lui donnez tout le temps à manger derrière. Par exemple, je sais pas, vous mettez la main dans la poche avec des grains, vous lui tendez main fermée, vous ouvrez. Vous le faites 5, 6, 7 fois jusqu'à ce qu'elle s'y habitue. Et à un moment, vous arrêtez. Vous allez l'entendre, le son de frustration. De même, en plus, c'est des sons qui peuvent simuler. C'est-à-dire qu'une poule frustrée avec une autre poule frustrée, il va commencer à y avoir une manif qui démarre, quoi. De même, elles ont des sons de surprise quand elles sont attaquées, un autre son quand elles se font attraper par un prédateur ou par les pattes, qui sont des sons très différents des sons de douleur, donc qui ont des messages, on va dire, différents. Et quelque chose qu'on ne sait pas, mais qui est étonnant, c'est que les poules ronronnent également. C'est-à-dire qu'une poule, quand ses petits vont être un peu angoissés ou un truc comme ça, elle va émettre une espèce de ronron sourd, de basse fréquence. En fait, en gros, je schématise beaucoup, mais chez ces oiseaux, les sons de basse fréquence sont en général des sons de confort et d'attirance, et les sons de haute fréquence, donc les sons aigus, sont plus des sons d'alerte et des sons pour faire fuir.
Et donc elles peuvent ronronner. Il y avait un témoignage d'une dame qui tient un sanctuaire aux États-Unis qui racontait qu'elle avait perdu un coq dont elle était très proche et pendant ce temps-là, elle soignait une poule qui était blessée à son domicile et qu'elle s'est mise à pleurer de la perte du coq et que la poule est venue se blottir contre elle et a émis un ronronnement. Donc ensuite, on a tout un langage entre la mère et les petits. Alors comme je le disais tout à l'heure, la communication entre la mère et les petits commence avant la naissance du petit. Quand on dit qu'ils sont précoces, ils sont précoces, hein. À partir du 12e jour après ponte, ils commencent déjà à percevoir les vocalisations de la mère. À partir du 19e jour, ils commencent à communiquer avec elle, sachant que l'éclosion arrive vers le 20-21e jour. Donc on se retrouve avec toute une communication. Donc le tableau, je n'ai pas le temps de trop m'étaler dessus, mais c'est un tableau en fait où ils ont répertorié les différents sons que faisaient les poussins et le comportement que ça provoquait chez la mère, et les différents sons de la mère et ce que ça provoquait chez l'embryon. On sait que ensuite, quand ils naissent, quand ils éclosent, la mère a tout un tas de sons pour communiquer avec eux, pour les attirer avec de la nourriture ou pour les appeler pour qu'ils viennent la rejoindre. Et les poussins comme ils sont habitués au son de leur mère, ils sont capables de reconnaître la voix de leur mère tout de suite dès qu'ils naissent. C'est-à-dire que si jamais vous avez une autre poule qui est en train de faire un son à côté, les poussins vont totalement s'interrompre et ne pas aller vers cet oiseau-là, parce qu'ils savent que c'est pas leur mère. Et d'ailleurs, en général, ils vont devenir totalement silencieux à ce moment-là pour pas se faire adopter par un autre oiseau ou risquer de se faire attaquer. Ouais, et le son chez les poussins également donc, est un peu pareil, c'est-à-dire qu'ils ont des sons de détresse quand ils sont loin de la mer. Par exemple, si la mer les néglige, ils vont faire des trains de pulsation très rapides, très, très aigus, qui veut dire « Oh, je suis tout seul, ça va pas !» Et plus ils vont s'approcher de la mer, plus les sons vont commencer à descendre. Alors, en fait, leurs sons, les sons de joie sont des sons qui font « oui », qui sont montants, « oui, oui », et les sons de détresse sont plutôt des sons descendants. Voilà. Donc les poussins communiquent comme ça. Donc si vous vivez avec, vous pourrez les entendre. Et donc plus ils se rapprochent de la mer, plus ils commencent à émettre des gazouillis. Si vous connaissez l'application Twitter c'est gazouillis en fait. C'est la traduction du truc. Et la mère possède également un son qui veut dire tout va bien. Donc quand les poussins paniquent, elle émet un son qui veut dire ok, tout va bien. Et on va voir tout à l'heure que les coqs font pareil avec les poules. Et en fait, c'est très intéressant parce que le comportement des coqs avec les femelles est très très similaire au comportement des mères avec leurs poussins. Et donc, dans les communications, une des communications les plus importantes qui a lieu, c'est justement la communication. Alors, je vais vraiment sélectionner celle-ci parce que ça a été une de celles qui a été le plus étudiée. C'est le fameux titbeating. C'est une espèce d'appel à la nourriture qui a une composante physique, on le verra sur la vidéo, avec des mouvements de tête bien particuliers où l'oiseau tourne d'abord la tête sur les côtés, ensuite il se baisse, il ne va pas jusqu'au bout, il relève la tête, il prend la nourriture, il la lève, il la lâche. Après, il n'y a pas de structure fixe là-dessus, avec un son bien particulier. Et on s'est aperçu que autant le son que le signal physique étaient des signaux référentiels. Alors des signaux référentiels, ça veut dire qu'ils ne donnent pas un état émotionnel. Ils sont vraiment en train de parler de la nourriture, c'est-à-dire que dans la tête de l'oiseau, on est vraiment en train de dire, tiens, là, il y a de la nourriture. Et ils ont des variations de rythme qui permettent aux oiseaux de définir à peu près exactement ce qu'est la nourriture qui est là. C'est pas hyper précis, mais ils savent, par exemple, c'est des vers de farine ou des grains, ça sera pas les mêmes sons. Il y a des études qui ont été faites sur l'anticipation où on montrait que quand ils anticipaient qu'on allait leur donner une certaine récompense, que ce soit du substrat pour faire un bain de poussière ou des vers de farine ou des grains, ils n'émettaient pas les mêmes sons. Donc ils vont faire des titbeating. Alors le titbeating, ça ressemble à ça. Donc là, vous avez un coq sauvage avec une poule sauvage sur la droite. Voilà, et là, il est en train de faire un titbeating. Alors, vous ne l'entendez pas, mais il y a un petit son qui fait pop, 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 pop. Et en général, plus la poule est proche, plus ils font ces sons de manière importante. Et donc, ce qui est intéressant en plus, c'est de savoir que les poules apprécient tout particulièrement les oiseaux, les mâles, qui apportent de la nourriture, de manière fiable, on va voir après que ce n'est pas forcément le cas, et qui apportent de la vigilance. Par exemple, les appels d'alarme aériens qu'on va voir tout de suite après, ce sont uniquement les coqs qui les font. Donc, elles créent des réputations comme ça, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que le son d'appel permettait de définir quel était le type d'aliment qui allait arriver, et que le titbeating lui-même permettait en fait de focaliser l'attention de la poule sur le visage du coq pour qu'elle mémorise le coq et qu'elle puisse ensuite créer cette mémorisation de l'individu pour pouvoir ensuite le choisir parmi d'autres. Là, j'en ai justement un coq domestique qui, lui, a pas trop le temps de le faire parce qu'elles sont pas loin. Et vous voyez, il pose la nourriture pour ses poules. Jamais il va la manger. Et donc ça, comme je le disais, sont des signaux référentiels et c'est quelque chose qu'on pensait, pareil, pendant longtemps, être la primauté des primates.
quelque chose vraiment typiquement des primates. Et on s'est aperçu que ils existaient aussi chez ces oiseaux. C'est un des oiseaux qui a été le plus testé en fait sur ce genre de choses, et on a montré vraiment de manière définitive que ça parlait bien de nourriture. Et c'est la première fois en plus qu'on montrait chez un oiseau qu'il existait un signal référentiel multimodal, c'est-à-dire que autant le mouvement physique que le son ont la même signification, avec des légères variations. Ils se complètent, mais les deux suffisent à attirer une poule pour aller chercher de la nourriture. Donc on a également le chant, le fameux cocorico. Alors ce cocorico, c'est une vocalisation extrêmement complexe, dont on n'a absolument pas craqué le code à l'heure qu'il est. On ne sait pas exactement tout ce qui est encodé dedans, mais on sait que ça encode au moins le rang social et l'identité de l'individu. On sait par exemple que les mâles alpha chantent plus haut, et que quand un mâle bêta prend la place du mâle alpha, parce que le mâle alpha est mort, ou quelque chose comme ça, eh bien à ce moment-là, le mâle bêta va prendre une partie des rythmiques et une partie de la structure de chant du mâle qui était là avant. Donc ils s'en servent beaucoup pour faire des duels. Par exemple, quand ils bordent leur territoire pour garder leurs frontières, ils vont faire des duels de cocorico. Ça permet également de donner ce que je disais, son rang hiérarchique. Donc c'est en train de dire, non mais toi tu rentres, je vais te défoncer. Ça permet aussi d'attirer les poules. Et ça a probablement d'autres significations qu'on ne connaît pas, parce qu'on s'aperçoit que, étonnamment, c'est plutôt les mâles subordonnés qui chantent le plus par rapport aux mâles dominants. Les mâles dominants chantent un peu moins. Mais surtout, j'oublie une chose quand même, je vais un peu vite, surtout, ce qui est encore plus dingue, c'est que c'est contextuel. C'est-à-dire qu'un mâle ne fera du tit beating que dans le cas où il y a une femelle à proximité. Si jamais c'est un autre mâle, il ne le fera pas. Il ne le fait uniquement que pour attirer des femelles. Donc c'est flexible, c'est pas un mouvement qu'il fait parce que lui se sent obligé de le faire. C'est quelque chose qu'il fait parce que le contexte l'incite à le faire. Et donc on a, pareil avec les cris d'alarme, donc on a Caroline Smith qui a fait beaucoup d'études sur ces questions-là, où elle a fait ce qu'elle appelle un Big Brother 2.0, qu'on pourrait qualifier de Truman Show, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont dans son université une très grande volière, et à base de recyclage de soutien-gorge, ils ont construit des harnais avec des micros pour les oiseaux qui sont à l'intérieur, et ils ont truffé l'endroit de caméra pour pouvoir observer leur comportement. Mais les animaux sont très protégés, il y a un grillage au-dessus pour pas qu'ils se fassent attaquer par les prédateurs, mais comme ça lui permet de savoir quand est-ce qu'ils font des vocalisations, est-ce qu'il y a du monde autour, est-ce qu'il y avait la présence d'un prédateur. En fait, ils évaluent un peu tout. Et souvent, quand on demande aux gens quel est le son d'une poule, les gens vont vous dire « croc, 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 croc ». Je vous présente le son d'alarme aux prédateurs terrestres. C'est exactement... Alors, j'ai pas malheureusement d'enregistrement de ce son-là, parce que quand ils ont fait les tests, ils les ont fait avec des renards empaillés. Sauf que ce sont des oiseaux qui perçoivent très très bien ce qui est un mouvement biologique et ce qui l'est pas. Et donc, quand ils ont fait le truc avec le renard empaillé, ils l'ont tiré sur des rails, les poules l'ont regardé passer comme ça. Et puis après, elles se sont toutes regroupées pour aller voir ce que c'était. Donc c'est un très très gros échec. Et en revanche, donc ils l'ont fait, on l'a avec le cri aérien. Donc le cri du prédateur aérien n'est fait que par les mâles. Donc le cri terrestre est fait par les deux sexes et provoque en général une érection des oiseaux, un scan horizontal de la zone pour vérifier un peu ce qui se passe. Dans les cas de prédateurs aériens, les oiseaux vont s'accroupir et si possible aller se cacher. Le mâle va être très influencé par le contexte. Déjà, le mâle ne va chanter que s'il y a une femelle, ne va appeler que s'il y a une femelle dans les parages et une des siennes. Deuxièmement, il va le faire préférentiellement s'il est proche d'un abri. Sa sécurité personnelle rentre en jeu. Troisièmement, il le fera beaucoup plus s'il y a son rival dans le coin. Parce que comme le cri risque de le faire repérer, si on peut sauver la poule et se débarrasser d'un rival au vol, ça peut être rentable. Alors, là, j'avais besoin du son, je vais essayer de vous mettre le micro contre, voir si vous pouvez l'entendre. C'est un cri d'alarme, donc ils ont mis un coq en fait dans une cage et ils ont passé sur un écran au-dessus un prédateur volant, enfin un faux prédateur du coup. Et j'espère que vous allez entendre. Vous entendez ? Ça c'est le cri d'alarme du prédateur volant. Qui est donc un cri très bruyant. Il cassé le micro. Donc, qui est un cri très bruyant, qui est difficile qui est au contraire facile à localiser. Donc, les prédateurs risquent d'arriver vite. C'est pour ça qu'il y a tous ces phénomènes qui rentrent en compte, c'est-à-dire le fait d'avoir un contexte autour. Et ça, c'est très, très important parce que ça montre que leur comportement est flexible. Mais vous allez voir qu'il est encore plus flexible que ça. Ah non, j'ai oublié un son également. Il faut savoir qu'ils ont également des sons de menace. C'est-à-dire que par exemple, entre deux coqs, en fin de bataille, alors il y a différentes façons de finir une bataille, j'en parlerai tout à l'heure, mais ils peuvent avoir des sons de menace, des espèces de petits sons. Et quand un prédateur attaque et rate son attaque, eh bien à ce moment-là, les scientifiques parlent de rugissement.
C'est-à-dire que le coq va faire le son de menace, mais beaucoup plus fort, en direction du prédateur, du genre reviens pas et n'essaie même pas une deuxième fois, quoi. Et de même, quand vous gênez une poule, les poules, comme les chats, feulent. C'est-à-dire, elles vont avoir l'espèce d'expiration d'air des poumons, l'espèce de... Et ben en fait, elles l'ont, si vous dérangez une poule qui couve, elle va vous faire ce bruit-là. D'ailleurs, les scientifiques pensent que c'est un des premiers sons produits par les animaux. C'est vraiment le truc primitif à mort, quoi. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est qu'il existe aussi de la tromperie. Alors, je vais quand même préciser que le consensus n'est pas complètement établi parmi les scientifiques sur ce sujet. Il y a plus d'études qui vont dans ce sens-là que d'autres, mais le problème c'est qu'en fait, les échantillons sont faibles. Donc, bon. Alors, vous avez deux façons de tromper. Vous avez une façon passive et une façon active. La façon passive, c'est de ne pas émettre un signal qui devrait être émis. Prenons un exemple, le tit beating. Un mâle subordonné n'a pas le droit de faire du tit beating et d'appeler une femelle quand il y a le mâle dominant dans le coin. C'est strictement interdit. Donc le problème, c'est que dès qu'il va le faire, il va émettre le son, l'appel, le food call, et à ce moment-là, le mâle va l'entendre et va lui attaquer la tête. Sauf si le mâle subordonné ne fait pas le bruit. Donc là, ce que vous allez voir, le mâle que vous voyez devant, c'est un mâle dominant. Il va faire un food call, il n'a pas encore le tit beating, et vous allez voir que tout le monde arrive. Et en arrière restent deux individus. Le mâle subordonné et une poule subordonnée, qui ne participent pas aux réjouissances. Ce qui veut dire que lui, malheureusement, ne peut pas facilement se reproduire dans cette situation-là. Mais il a une solution. Et là, celle-ci, en revanche, elle fait consensus, il n'y a pas de question là-dessus. C'est plus sur la tromperie active que... Donc ça, c'est Caroline Smith qui a fait tous ces travaux-là, c'est elle qui a fait le Big Brother version 2. Donc là, ce qu'on va voir, au fond, j'espère que vous arriverez bien à voir, on verra le coq subordonné qui sera tout au fond à droite, vers un tronc d'arbre, et qui va faire le tit beating sans le son, et attirer une femelle qui sera à côté. Vous verrez qu'elle va s'approcher de lui. Voilà, c'est lui qui est tout au fond à droite. Voilà, là, la femelle vient d'arriver, et ensuite, elle va s'accroupir, ce qui veut dire qu'elle accepte la copulation. Voilà, clac. Là, ils montent dessus, et le mâle arrive, et là, il va s'en rendre compte. Et il faut savoir qu'on s'est aperçu que le mâle subordonné ne s'occupe pas du tout de la femelle pendant qu'il est en train de faire ça. Il a les yeux sur le dominant, et il évalue si le dominant va se rendre compte de ce qu'il est en train de faire ou pas. Et ensuite, on a de la tromperie active. Alors pareil, ça, ils s'y attendaient pas du tout quand ils ont fait cette expérience. Le but, c'était d'évaluer le fonctionnement du tit beating, du food call. Donc ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont ils ont donné à des coqs deux types de nourriture. Des vers de farine et des coquilles de noix, qui n'étaient donc pas comestibles. D'ailleurs, ils ont jamais essayé de les manger, enfin, il n'y a pas de souci. Et ensuite, ils les ont présentés soit à une poule familière, soit à une poule étrangère, soit à un mâle, soit à personne. Dans le cas du mâle, aucun tit beating. C'est normal, ils n'ont pas l'intention de copuler avec le mâle, donc il ne se passe rien. Dans le cas où il y a une poule familière, ils vont faire 100% de tit beating dans le cas où c'est de la nourriture mangeable, comestible, et 0% de tit beating dans le cas où c'est des coquilles de noix. Si jamais il n'y a personne, c'est plus litigieux, ça dépend s'ils s'attendent à ce qu'il y ait une poule qui puisse arriver ou pas. S'ils ont déjà vu une poule, ils le feront plus facilement. Maintenant, ce qui a stupéfait les chercheurs, c'est dans le cas d'une poule étrangère. On s'aperçoit que dans cette situation-là, dans 50% du temps, les coqs faisaient un tit beating avec des coquilles de noix. Uniquement avec les poules étrangères. Et préférentiellement, si elles sont suffisamment loin pour ne pas voir l'aliment. Donc ils pensent qu'ils font ça pour essayer d'attirer les poules étrangères dans leur filet qui ne viendraient pas. Et comme ce n'est pas des poules familières, ils ont moins de risques de perdre des rangs de popularité et de réputation, parce que les poules, comme je le disais, maintiennent des rangs de réputation, et les coqs qui donnent des signaux non fiables ne peuvent plus se reproduire. Normalement, les poules les refusent. Alors maintenant, on va parler un petit peu des sociétés. Donc, ce que vous voyez là, ce sont les versions sauvages, les coqs dorés. Alors, j'ai pas un nom pour les deux, coq, poule, on appelle ça des coqs dorés. Donc, avec la poule derrière, vous voyez que les petits sont assez différents. Ce sont des poussins très cryptiques, faciles à camoufler, parce qu'en fait, ce sont des oiseaux qui vivent dans des sous-bois. C'est pour ça, par exemple, qu'ils n'ont pas de vocalisation différente par type de prédateur aérien. Contrairement à des oiseaux qui vivent en plaine, ou des primates même, qui ont des sons bien précis par différentes espèces. Et bien là, non, parce que eux, au moment où ils voient le danger, c'est trop tard. Dans des sous-bois, le danger, il est tout de suite sur vous. Donc en fait, ils ont des seuils de vitesse et des seuils de taille qui fait que ça déclenche automatiquement un appel. Si vous avez des coqs et que vous vivez avec des coqs, c'est possible qu'ils déclenchent une alarme aérienne pour un étourneau, pour une feuille qui tombe. Mais parce que pour eux, c'est rentable. Dans leur univers de vie, c'est rentable. Et surtout, une chose qu'on oublie quand même beaucoup, ce sont des oiseaux. Ça vole et ça vit dans les arbres. Donc ce que je vais vous montrer là, vous connaissez peut-être cette vidéo, on voit des poules alors qui
là arrivent bien à voler parce qu'elles sont en descente. Il faut savoir qu'en fait, on a beaucoup modifié les poules. La conférence d'Éric Baraté était très intéressante à ce sujet. Ça a été fait aussi avec les poules. On les a beaucoup modifiées parce qu'on aime bien les chicken wings. Et donc, on a complètement ruiné le ratio poids des muscles et capacité de vol. Ce qui fait que maintenant, les poules ont beaucoup de mal à voler parce qu'elles ont les muscles des ailes trop gros. Mais à la base, ils volent très bien. Donc là, vous allez avoir des poules domestiques. Et derrière, vous verrez un coq qui va les décoller dans un arbre, qui est un coq sauvage filmé à Singapour. En fait, à Singapour, ils ont des coqs et des poules qui vivent sauvages en milieu urbain. C'est rien, mais ça reste juste complètement stupéfiant en fait. Les poules, ça vole, ça vit dans les arbres. Et si vous regardez bien, d'ailleurs, ça ressemble beaucoup au vol des faisans, parce que c'est la même famille en fait. Donc, alors là, ça va commencer à se compliquer. Alors, dans les groupes, donc là, je vais m'appuyer sur une étude qui a été faite sur une île au nord-est de l'Australie, Northwest Island, où ils ont observé des animaux sauvages en fait pendant 1 an et tout leur comportement, leur fonctionnement social, etc. Alors, ils se sont aperçus déjà qu'il y avait plusieurs castes qui étaient régis par des règles différentes. Vous avez les mâles dominants, vous avez les mâles subordonnés avec leur plumage adulte, vous avez les femelles, les poulettes et les adultes, vous avez les femelles qui incubent, les femelles avec les petits avec les mères, les jeunes mâles avec leur plumage subadulte et les jeunes femelles avec le plumage subadulte et la crête. Chacun étant régi par des règles différentes. Et au milieu des mâles, même là, ça change. Vous avez des dominants territoriaux, donc qui ont des territoires fixes, avec un harem de poules, parce que c'est des animaux qui vivent en harem. Vous allez avoir un mâle avec un certain nombre de femelles qui vont vivre, c'est ce qu'on voit en haut, avec un certain nombre de femelles qui vont vivre avec lui. Vous avez les territoriaux subordonnés, c'est-à-dire qu'eux vont avoir un territoire sur le territoire du mâle dominant, qui vont défendre contre le mâle dominant, mais ils y arrivent moyen, et ils ont aussi le droit à avoir un harem. Quand je dis ils y arrivent moyen, c'est que le dominant arrive à peu près à pénétrer jusqu'au milieu avant qu'ils arrivent à le repousser. Vous avez les semi-territoriaux. Eux, ils ont plus ou moins un territoire sur le territoire du mâle dominant. Ils ne le défendent pas contre le mâle dominant, ils le défendent un peu contre les autres. Ça arrive qu'ils aident un peu le dominant quand les frontières du grand territoire sont attaquées. Ça arrive qu'ils aient des poules avec eux, mais c'est rare. Ensuite, on a les subordonnés autonomes. Donc, eux, en fait, n'ont pas de territoire, appartiennent vaguement à un groupe. Ils se baladent plutôt aux périphéries et ils changent assez facilement de groupe et ils essaient de se faire un peu les femelles qu'ils peuvent. Parce que réellement, c'est un peu ça leur occupation. Vous avez les subordonnés en attente. Les subordonnés en attente, c'est un cas intéressant. C'est des oiseaux qui perchent avec le mâle dominant, qui n'ont pas de territoire et qui attendent juste que le mâle meure pour prendre sa place. Donc ils vont l'aider à protéger les territoires, ils vont l'aider à protéger les femelles, voilà. Et les mâles oméga, c'est la mégalouse, c'est ceux qui vont devoir descendre de l'arbre avant tout le monde et partir de la zone à l'aube, naviguer uniquement sur les périphéries et remonter après tout le monde dans l'arbre la nuit. Donc autant vous dire que le taux de mortalité sur ces oiseaux-là, il est extrêmement élevé. Donc, comme je le disais, l'élément clé dans ces groupes, ce sont les éléments alpha, le mâle et la femelle alpha. C'est le mâle alpha qui réunit le groupe quand il faut partir. C'est lui qui décide de toutes les activités. C'est lui qui décide des ordres hiérarchiques. C'est-à-dire que, par exemple, dans les 6 mètres autour d'un mâle alpha, vous n'avez pas d'hiérarchie d'instaurer entre les femelles. Il n'y a pas de combat. Les combats sont interdits entre les femelles. De même que les mères empêchent les petits de se battre entre eux, les mâles empêchent les poules et les coqs de se battre entre eux. Mais c'est même pas qu'il va vraiment intervenir, ça ne se produit pas. La hiérarchie des femelles se dissout totalement dans les 6 mètres autour de ce mâle. C'est lui, par exemple, qui va décider quand c'est sécurisé ou pas de passer à un endroit. Par exemple, s'ils étaient dans des sous-bois et qu'ils vont rentrer dans une plaine, eh bien, le mâle va monter sur un promontoire, scanner la zone pendant plusieurs minutes, et ensuite faire le son dont je parlais tout à l'heure avec les poules qui dit « tout va bien ». Et à ce moment-là, tout le monde va rentrer dans la zone sécurisée par le mâle. Donc, si jamais le mâle ne peut pas tenir ce rôle-là, la femelle alpha peut prendre ce rôle, sinon ça va être le mâle bêta et on va descendre comme ça progressivement en hiérarchie. Ce qui se passe en général, c'est que le mâle alpha domine le bêta, celui qui est juste en dessous de lui, le bêta celui d'en dessous, etc., etc. Ce qui fait que vous n'avez quasiment jamais d'agression entre deux individus, à moins qu'ils soient vraiment très proches dans la hiérarchie. Un mâle alpha agresse quasiment personne en réalité, parce qu'il est trop au-dessus, il a trop la classe, quoi. Et donc ils indiquent en général leur posture en fait, leur rang, ils l'ont par leur posture majoritairement. C'est-à-dire que la façon dont ils vont tenir leur queue, tenir leur tête, gonfler leurs plumes, gonfler les plumes du cou, indique aux autres leur position hiérarchique. Pour nous, on ne voit rien de ça. Mais en fait, eux, c'est très important. Si, par exemple, un coq trébuche ou se casse un peu la figure en descendant d'un caillou, il va immédiatement prendre une posture pour dire « Attendez, on va se calmer ». On a observé aussi, par exemple, des mâles qui sont haut placés et qui se mettent à courir par peur. Et ben en fait, ça, c'est une perte de statut immédiat. Il va se faire attaquer par tout le monde.
Et ce sont des animaux très sociaux en fait. Ils ont vraiment besoin de vivre en groupe. Il y a une étude qui a été faite sur des poulets d'élevage, donc en très forte concentration, et ils sont aperçus que même si on leur donne un très fort espace, ils ne veulent pas se déplacer à moins de 75 cm d'un autre individu. C'est déjà pas mal, 75 cm par rapport à ce qu'ils ont. Hein. Alors, donc là on voit Northwest Island, donc vous voyez que c'est un endroit où on aimerait bien vivre. Alors, là c'est reparti pour le deuxième truc un peu complexe. Vous avez deux types de fonctionnement chez les sociétés de poules. En tout cas, sur les espèces qui ont été évaluées là-bas. Vous avez les périodes de non-reproduction et les périodes de reproduction. Donc, par exemple, la période de printemps, il n'y a quasiment pas de reproduction. La période automne n'a quasiment pas de reproduction. La période d'été en a, et la période d'hiver en a. Parce qu'on est au nord-est de l'Australie. Hein. Vous êtes pas très loin de l'équateur. Là-bas, dans l'ensemble, il fait bon à peu près tout le temps, quoi. Et donc, ce qu'ils ont observé, c'est que dans la période de non-reproduction, ces animaux se déplacent en harem. C'est ce que vous voyez sur la photo en bas, c'est-à-dire qu'on a le mâle dominant au centre, on a la femelle dominante à côté de lui, toutes les poules autour, et ensuite on va commencer à descendre en rang. Vous allez avoir les mâles subordonnés, vous allez avoir les petits qui ont été séparés de la mère, qui ont été sevrés, je vais en parler juste après, et vous allez descendre progressivement comme ça. Et à ce moment-là, ils n'ont pas de territoire fixe. Ils ont un arbre de perchage, et ça c'est extrêmement important. Ce sont des oiseaux qui gravitent autour de leur arbre. Donc ils ont un arbre de perchage, parfois ils ont un arbre de perchage secondaire, au cas où des fois ils sont dérangés dans le primaire. Et ils ont des zones qui se chevauchent plus ou moins. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux coqs qui ont des zones qui se montent un peu dessus. Sachant que vous aurez une hiérarchie instaurée entre ces deux coqs. Il y en a un qui se déplacera plus librement que l'autre sur ces zones. Donc c'est ce que vous voyez, par exemple, vous voyez le graphique qui est en bas. C'est la pointe de l'île qu'on voit. Et tous les pointillés que vous voyez, c'est les zones d'habitation des harems, approximativement. Et ensuite arrive la période de reproduction. Alors là, tout change. À ce moment-là, les dominants vont poser des territoires fermes, avec des limites extrêmement fermes qui vont patrouiller toute la journée en faisant des cocoricots, et personne n'a le droit d'entrer sur leur territoire. À ce moment-là, les femelles qui sont prêtes à se reproduire vont faire un appel bien particulier pour appeler un mâle, simplement parce que vous avez des mâles subordonnés, des groupes de mâles qui tournent, et elles risqueraient de se faire agresser ou violer. C'est pas très fun la vie de poule, je vous le cache pas. Hein. Donc à ce moment-là, elles vont appeler un mâle, et soit le mâle alpha est disponible, soit c'est un autre qui va venir, et ce mâle va venir avec elle et l'escorter pour lui présenter un potentiel endroit de nid. Donc il va se mettre à un endroit, il va commencer à gratter, dire bon bah là ça m'a l'air bien. En général, les poules elles disent bah, moi ça me va pas. Donc les chercheurs n'ont jamais vu une poule accepter du premier coup un nid. Donc à ce moment-là, la poule part, donc autant vous dire que le coq, non mais reviens, c'était bien ça. Donc il fait des petites beatings, il fait tout ce qu'il peut. Alors si la poule accepte de revenir, ça s'est produit, dans ce cas-là, elle va commencer à faire son nid, bon ça va. Sinon, il est obligé de présenter plusieurs sites jusqu'à ce que la poule accepte le site qui lui semble être le mieux. Ensuite, elle va commencer à gratter dedans, elle va mettre un petit peu de brindilles, un peu de feuilles, et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est quand elles font des bains de poussière, pendant un moment, on s'est demandé pourquoi elles se mettaient des brindilles et des feuilles sur le dos. Ceux qui ont vu Fort Boyard, quand ils veulent transporter plein de boyards en transportant quelqu'un dans les bras, c'est exactement ce que fait la poule. Elle s'en met plein sur le dos, elle se met au-dessus du nid, elle s'ébroue et elle envoie tout dans le nid. Donc c'est comme ça qu'elle fait partiellement son nid. Donc ensuite, elle va commencer à pondre un œuf. Elles en font en général un par jour, elles vont en faire 6, 12 dans ces eaux-là. Et une fois qu'elles ont fini de pondre leur œuf, elles vont rappeler le mâle. Le mâle vient, les escorte pour les ramener dans le groupe. À partir du moment où elles vont avoir fait tous leurs œufs, elles vont couver et ne plus partir de la proximité de leurs œufs, pas à plus d'1 mètre, puisque de toute façon, si elles s'éloignent trop, l'embryon, il va gueuler. Et ensuite, elles vont attendre en périphérie du groupe, c'est-à-dire qu'elles vont vivre sur le territoire du mâle dominant, mais à ce moment-là, ils ne sont plus du tout en harem. Les poules se séparent et ne rentrent plus en contact pour éviter de mélanger les poussins. Donc le dominant vit tout seul avec sa poule, 1 ou 2 max, et il patrouille, il fait son job, il vérifie que la nourriture, tout se passe bien, que personne ne rentre sur le territoire, et il protège la totalité du territoire où les poules vont se dispatcher. Ensuite, elles vont vivre avec leurs poussins, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Une fois qu'elles ont sevré les poussins, et bien à ce moment-là, elles retournent dans le groupe, elles se refont féconder par le mâle s'il y a encore le temps au niveau période, et puis à ce moment-là, elles repartent repartir pour un rythme comme ça. Et à partir du moment où la saison de reproduction s'arrête, pouf, on casse les frontières, tout est fini, on s'oriente autour de l'arbre de perchage, et on a des territoires qui sont franchissables. C'est extrêmement compliqué. Pour vous donner une idée, donc les groupes, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en général, c'est un alpha avec 4 à 12 femelles et un 6 mâles subordonnés. Alors je vais vous lire un truc digne de Game of Thrones qu'ils ont observé. C'est un tout petit détail. L'observation, elle fait 200 pages. Donc, à la base, il y avait un mâle qui s'appelait Col Jaune qui possédait toute la zone.
Alors, 6 semaines plus tard, en octobre, le mâle demi-cœur a disparu et a été remplacé par dos rouge qui s'est perché dans l'arbre utilisé par demi-cœur et secondairement par collier jaune. Le perchoir principal de collier jaune était toujours utilisé par jeune mâle qui occupait un territoire subordonné à dos rouge. Par conséquent, le territoire original de collier jaune a été divisé entre dos rouge et jeune mâle. Quand le centre de nourrissage a été établi à côté de l'arbre de jeune mâle, ça veut dire que les poules de dos rouge ont trouvé un endroit vachement cool vers l'arbre de jeune mâle, dos rouge a établi une dominance complète sur toute la zone occupée originellement par col jaune et a résisté à l'entrée d'un autre coq, intruder. Jeune mâle a résisté au début, mais il a finalement laissé faire dos rouge qui est devenu moins lié à son territoire au fur et à mesure que son rang social baissait. Enfin, il est devenu, moins lié à son territoire. Quand intruder tentait de rentrer en l'absence de dos rouge, jeune mâle a résisté, protégé le territoire et il s'est engagé dans un concours de chant. Le territoire de Long Éperon était contrôlé par nouveau mâle, lui-même subordonné à intruder, et même si ses femelles se baladaient chez dos rouge, lui n'y est jamais rentré. Fin décembre, aile blanche a établi sa dominance sur dos rouge et a repris le territoire d'origine. C'est Game of Thrones. Voilà, ça se passe comme ça. Donc on pense qu'il y a une très forte fidélité aussi entre les membres du groupe qui vivent en harem. Alors, il y a des témoignages de sanctuaires, d'amitié entre les oiseaux, mais la seule étude qui a été faite n'a pas montré de préférence. Voilà, je précise. Mais en revanche, on sait qu'il existe de l'épouillage social comme chez les primates. Par exemple, ils ne peuvent pas se nettoyer, donc ça sert à tisser des liens. Ils ne peuvent pas se nettoyer les plumes autour du bec. Là, c'est ce que vous allez voir. Voilà. Ça peut être plus ou moins bien accepté. Comme vous allez voir, ce coq, lui, il n'est pas trop... Non, voilà. Et donc, les graphiques que vous voyez, c'est en bas, ce sont les zones d'habitation hors période de reproduction. Ce que vous voyez en haut avec des frontières très délimitées, c'est la même zone, mais en période de reproduction. Donc leur vie est très 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 complexe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'aperçoit que les mâles dominants interrompent moins les tentatives de reproduction de leurs frères et sœurs, enfin de leurs frères ou de ceux qui sont de la même famille que les autres. Donc vous avez une protection aussi familiale. Quand vous voyez le nombre qui sont, c'est un peu le bordel. Alors maintenant, c'est sympa de parler de toutes ces hiérarchies, tout ça, mais comment s'instaure ces hiérarchies ? Contrairement à ce qu'on croit, c'est assez peu violent. C'est très peu violent, comme je le disais, c'est que les individus les plus proches hiérarchiquement qui vont s'attaquer. Alors comment commence une bataille ? Alors, chez les coqs, ils vont tendre le cou à l'horizontale et gonfler leurs plumes, du coup, les superbes plumes, en fait, servent à ça. Elles servent à se rendre impressionnants. De toute façon, leur ancêtre c'est les théropodes, hein, c'est les Tyrannosaurus rex, donc vous avez le dinosaure là. Donc c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Les poules font à peu près la même chose, mais elles érigent pas les plumes, enfin elles érigent les plumes, mais elles n'ont pas cette grande collerette, et elles le font avec la tête un peu plus haute. Et donc vous avez différentes façons de terminer une rencontre de combat. Vous avez la fuite, vous en avez qui vont donc partir un peu, mais en faisant le son de menace, genre ouais, on en reparlera. Et puis vous avez la position immobile. Donc là, ce qu'on va voir, c'est deux coqs qui sont en train de démarrer un combat. Voilà. Et le début du combat, c'est un saut à pieds joints avec les serres vers l'avant. Voilà, vous voyez, c'est en train de faire ça. Et regardez ce que fait celui de derrière. Il est en train de se tourner, il va mettre son œil gauche dans cette direction pour identifier exactement à qui il a affaire. Et on est dans un cas d'inférence transitive. Il est en train d'essayer de savoir qui va dominer qui. Et celui de gauche, en fait, vient d'abandonner le combat. C'est-à-dire qu'il maintient une position fixe, sans aucun mouvement. Si l'autre attaque encore, il va éviter les coups, mais ne plus bouger. Et à ce moment-là, l'autre bouge et régulièrement se retourne dans cette direction pour vérifier s'il ne bouge pas, s'il n'est pas en train de feinter ou de réentamer le combat. Et à ce moment-là, le combat est terminé. Celui de droite vient de gagner. Donc oui, c'est très peu agressif. On a la même chose chez des poules. Donc là, alors ça c'est l'autre façon d'attaquer, c'est soit avec les griffes, soit en piquant sur la tête. Ça c'est un truc de dominant, piquer sur la tête. D'ailleurs parfois les dominés ont un petit son qui dit « me fait pas mal ». Quand elles sont piquées, ça fait pas mal. Et là on va voir que la blanche va prendre une position d'immobilité, elle va baisser la tête, clac, fini. Et maintenant elle ne va plus combattre. On voit déjà qu'elle s'est fait picorer 2-3 fois, elle n'a pas rétorqué. Voilà. Et là donc l'autre va commencer à bouger, et on va voir que régulièrement elle va se retourner pour la regarder. Il faut penser qu'ils ont 330 degrés de champ de vision, donc elle n'a pas besoin de beaucoup se retourner. Voilà, hop, là elle regarde, c'est bon, ça bouge pas. Tac, là elle va retourner légèrement la tête pour que l'œil gauche observe bien. C'est bon, ça bouge pas. Ouais. Donc voilà comment ça s'installe. De même, tout à l'heure je disais que les coqs protègent les poules. Là on va avoir une poule qui se fait harceler par un groupe de jeunes coqs. Et on a le coq dominant, le coq avec sa poule, qui protège sa poule contre les autres. Et elle va bien le coller. Voilà, ce rôle du coq est très très important pour protéger les poules des éventuels agresseurs en fait. Et cette vidéo est fascinante sur ce qu'on appelle donc le peck order, qui est l'ordre pour manger chez les poules, qui comme je le disais tout à l'heure n'existe pas dans les 6 mètres autour du coq, il n'existe que entre elles. Donc ce qu'ils ont fait en fait, c'est que pour savoir qui dominait qui, ils ont mis des petites couleurs sur les plumes de la queue des poules, et ensuite ils ont regardé quand elles mangeaient qui mettait des petits coups à qui, et ensuite qui est-ce qui avait le droit de manger. Et là, vous allez voir la subtilité du truc. Donc au départ on va avoir un petit coup, voilà, une menace au niveau de la tête, et ensuite il n'y a plus besoin que d'un regard. Vous allez voir que la poule dominante
Voilà, là, il y a encore un coup. Et maintenant, c'est terminé. Vous allez voir qu'un seul regard suffit. Tac, un coup d'œil, dégage. Qu'est-ce que tu fais T'es sérieuse, là? Vous avez vu la petite menace avec le bec qui s'est ouvert? Et ça, c'est des choses qui, pour nous, sont complètement invisibles. Mais en fait, dans leur vie, il se passe plein de trucs comme ça, et plein de trucs qu'on ne connaît pas encore. Faut être clair, il y a énormément de choses dont on ne connaît rien. Et on sait qu'en plus, pendant longtemps, on pensait que les dominants, c'était ceux qui avaient une plus belle crête, ceux qui avaient machin, parce que ça nous aurait arrangé, ça aurait montré que c'était pas très malin. Sauf qu'on se rend compte qu'ils prennent en compte plein de facteurs. Par exemple, alors hors combat, quand les poules préfèrent des coqs, c'est pareil, ils ont essayé de voir si c'était la taille de la crête, machin. Mais on se rend compte qu'en fait, c'est est-ce que le coq fournit bien à manger, est-ce qu'il fournit bien tout un tas de différents... De la vigilance, des choses comme ça. Et en fait, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et sur le combat, c'est pareil. Une poule qui va s'imposer comme dominante, c'est en général une poule qui a une très forte expérience sociale, qui a beaucoup vécu dans plein de groupes et qui a souvent réussi à monter et qui a gagné ses précédents combats. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un winner-loser effect. Plus elle a gagné ses précédents combats, plus vous avez des probabilités que cette poule gagne par la suite. Ensuite, on a donc la relation mère-petit. Donc dans la relation mère-petit, je vais dépasser de toute façon. Je préfère que ce soit dit. Donc, j'avais dit 57. Dans la relation mère-petit, donc je le disais tout à l'heure, les mères vont commencer à communiquer avec les petits quand ils sont dans l'œuf. Ensuite, quand ils vont commencer à éclore, les poules vont leur apprendre ce qu'ils peuvent manger, donc avec du tick beating. Et ensuite, il faut savoir que les poules vont beaucoup s'occuper de leurs poussins. C'est-à-dire que, par exemple, quand les poussins vont émettre des cris de détresse, les poules vont revenir les chercher. Par exemple, il y avait une histoire d'une poule qui sautait un tronc d'arbre et les poussins n'arrivaient pas à suivre. Bah, à chaque fois qu'ils piaillaient, elle remontait et elle essayait de les faire monter, puis à la 4e fois, elle a lâché l'affaire, elle a fait le tour avec eux. Elles n'abandonnent pas un petit qui est blessé ou qui est malade ou qui est faible. Elles vont revenir, essayer de le couver, ronronner, etc. Elles ne l'abandonneront que si vraiment c'est foutu. Ensuite, donc, au début, elles vont rester dans le nid avec eux, elles vont rester à proximité d'eux, leur apprendre à manger, tout ça. Au fur et à mesure, ils vont se dispatcher un peu, elle va se dispatcher aussi. Et puis, quand ils vont commencer à être capables de voler un petit peu, vers le 12e jour, elle va commencer à remonter percher avec son mâle, parce qu'elle aime bien percher avec son mâle. Et puis, au fur et à mesure, eux vont pouvoir la suivre. Et vers à peu près 12-13 semaines, elle va commencer à les sevrer. Donc là, c'est un passage très violent, en fait, où ce qui se passe, si vous voulez, c'est que les jeunes mâles perdent leur plume faciale et commencent à avoir des comportements d'adultes. Donc ils commencent à attaquer la mère. Donc la mère, elle établit une super dominance dessus. Je veux dire, elle fait comme l'autre. Elle tourne l'œil, tu fais quoi là? Et ça calme tout de suite le jeu. Et d'ailleurs, on sait que les poussins qui grandissent sans leur mère sont plus violents. Et ensuite, c'est elle qui va devenir agressive avec eux, et ils essaient de copuler avec elle en plus. Donc à partir de là, elle va commencer à les chasser, à les faire fuir. Et donc là, ils vont se séparer de la mère, ce qui en général est très très dur. On observe souvent les groupes de poussins continuent à suivre la mère pendant plusieurs semaines derrière, ou des poussins individuels. Sinon ensuite, eux, ils vont vivre en groupe, à la périphérie, ils ne se mélangent pas avec les autres, parce que c'est ce qu'ils ont appris avec leur mère. Et au bout d'un moment, quand ils vont commencer à devenir matures sexuellement, ils vont se dispatcher progressivement dans les groupes. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on m'a fait comprendre que je n'avais pas le temps. Ah oui, j'ai oublié qu'il existait un jeu de combat chez les poussins aussi, qui ne se finit jamais par un truc de domination où ils courent. Si vous voyez des poussins qui courent en rond, qui font des petits bonds sur place, en fait, c'est des tentatives de bataille pour de rire. Et puis voilà, une fois que les femelles ont terminé avec les petits, à ce moment-là, elles les sèvrent et elles repartent voir le mâle, et puis tout est reparti pour un tour. Donc là, vous allez voir une femelle avec ses petits. Voilà, ça c'est une femelle filmée à Bornéo en milieu urbain. Et, dernière chose là-dessus, et après je ferai ma conclusion, il faut savoir que chez les poules, l'expérience pour mener les petits à l'âge adulte est extrêmement importante. Sur une observation qui a été faite sur des animaux en semi-liberté aux eaux de San Diego, ils se sont aperçus que sur 28 poules, 11 n'avaient jamais réussi à emmener un petit à la maturité sexuelle, et 50% des petits qui sont arrivés à maturité sexuelle ont été le fait des 3 poules les plus hautes de la hiérarchie. 50% des petits. Simplement parce qu'elles vivent plus vieilles, elles ont accès à plus de ressources, et surtout, il y a besoin d'expérience. Les poules perdent souvent leur première portée. Donc elles ont besoin d'acquérir l'expérience pour être de meilleures mères. Donc plus les poules vont vivre vieux, meilleures elles seront en tant que mères. Donc pour terminer, souvent on se demande comment ça fonctionne au niveau des protocoles, tout ça. Alors il y a des protocoles qui sont éthiquement extrêmement problématiques, on ne va pas se leurrer. Il y en a en revanche qui le sont beaucoup moins. Par exemple, là je vous montre un protocole complet où on va apprendre aux poules à utiliser des symboles pour manger. Donc d'abord on leur présente une planche avec des verres de farine dedans où elles vont les manger dans des trous. Ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont recouvrir les trous de papier pour habituer les poules.
à percer les trous. Donc là, c'est des étudiants qui font ça. Voilà, donc on voit que les poules apprennent maintenant à percer les feuilles de papier. Donc là, vous avez vraiment un protocole complet pour comprendre comment ça fonctionne, comment on entraîne les oiseaux à faire ça. Et ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est que du coup, ils vont mettre des motifs dessus et ils vont mettre de la nourriture plus que derrière certains motifs. Donc il y aura des étoiles et des cercles, ça sera soit derrière les étoiles, soit derrière les cercles. Et ils se sont aperçus qu'en seulement 3 sessions, les oiseaux ont réussi à apprendre et à très très bien réussir cette tâche, comme on va le voir juste après. Donc là, la personne qui fait le documentaire va revenir sur elle. Voilà. Et là, on voit une poule qui a réussi systématiquement avec les ronds, à part une petite erreur en bas où en fait la jeune fille explique qu'il restait les 2 du bas, la poule a paniqué, elle a tapé dans tout. Et la suivante, en revanche, a percé avec une perfection totale. Pourquoi je vous montre ça ? Je vous montre aussi ça parce qu'on a maintenant beaucoup d'études en sociologie qui montrent que plus les gens connaissent les capacités intellectuelles et cognitives des autres espèces et plus ils prennent en compte leurs intérêts. On a au moins 4 ou 5 études qui vont dans ce sens-là et aucune étude qui va dans l'autre sens. Donc ça veut dire qu'on a en tant que militant une arme d'une très 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 grande puissance ici et c'est une des seules qu'on sait fonctionner. Et justement, un des cas que je prenais, c'est l'étude qu'on voit là qui date de 2015 où ils ont fait ça avec des étudiants vétérinaires. Ils ont demandé à des étudiants vétérinaires de remplir un questionnaire sur les capacités intellectuelles des poules et leurs capacités émotionnelles. Le résultat a été assez beauf, on ne va pas se leurrer. Ensuite, pendant leur cursus scolaire, ils leur ont appris, ils leur ont fait entraîner des poules avec un système par cliquet, pour ceux qui connaissent, donc qui n'est pas très problématique pour les poules en l'occurrence. Et ensuite, on leur a fait, à la fin de cette session, on leur a fait re-remplir le questionnaire. Et on s'est aperçu que la vision des étudiants avait complètement changé. Pour eux, les poules étaient des animaux extrêmement intelligents, alors que jusqu'à maintenant, on leur refusait des états émotionnels complexes du type la joie, la frustration, et on pensait que c'était juste la faim, la peur, voilà quoi. Et donc là, on s'est rendu compte qu'au niveau de la perception des capacités émotionnelles des poules, ils avaient largement augmenté. Et donc je pense que, je vous incite tous à vous renseigner un maximum sur ce genre de choses, ça fait partie des connaissances qu'on a besoin de transmettre. Voilà, merci.